Ils sont là, les vieux. Ouais, il y en a. Salut les vieux. Il y a un gars complètement déchiré qui vient me voir et qui me fait « Je veux que tu fasses la musique de mon jeu !» Qui ne connaît pas ça quasiment. Nous sommes en présence d'un des jeux les plus extraordinaires qui ait été créé. On voit un jeu auquel j'ai participé. Plectel. Oui, j'ai fait les deux. Pour moi, la meilleure des consoles restera la Dreamcast. Je dis souvent, il y a Rockstar et le jeu vidéo. C'était phénoménal. Ce jeu-là m'a totalement traumatisé. Quand tu passes au jeu vidéo club, tu dois montrer ce jeu-là, sinon tu es indigne. Oui, mais c'est normal que tu connaisses pas, j'ai fait la musique. Et je connais cette boutique, en fait ça fait très longtemps que moi je vis sur Paris et que donc je visite de temps en temps ces boutiques-là. Ça fait toujours plaisir de voir les jeux physiques en fait. Il y a toujours une espèce d'esprit comme ça je sais pas, d'objet qui fait que ça rend la chose un peu plus précieuse. Il y a même une odeur en fait dans ces magasins. Il y a quelque chose, il y a une magie qui se passe à chaque fois. Est-ce que, en jeu récent, qu'est-ce qui t'a marqué là? T'as les jeux PS5 à côté? Là, jeu récent, tout dernièrement je viens de finir celui-là. Silent Hill 2. La réalisation là et l'esprit, enfin tout est revenu, j'avais l'impression d'être 20 ans en arrière, et en fait, 20 ans en arrière, je croyais qu'il était aussi beau que ça. Donc quand j'ai vu le walkthrough de la PS2, j'ai fait « Ah oui, c'était pas exactement pareil ». Mais c'est vraiment un jeu incroyable. T'avais suivi même le projet de Kojima, des choses comme ça. Ah non mais Pity. Mais Pity, je suis terrifié à l'idée que ma PlayStation 4 n'ait plus Pity sur son disque dur, parce qu'ils les ont enlevés, il fallait déconnecter, enfin je sais plus, il y a une technique pour ça. Mais Pity, moi je l'ai fait en boucle. C'était incroyable, j'espère qu'il va sortir quelque chose dans cet esprit-là, quoi. Bon, là, on voit un jeu auquel j'ai participé, Plectel. Bon, c'est le deuxième, celui-là. T'as fait les deux? Oui, j'ai fait les deux. C'est un jeu extrêmement personnel pour tous ceux qui l'ont fait. Donc, bon, ça parle d'un sujet difficile, mais je pense que venant d'un studio comme Asobo, qui était assez méconnu, on va dire, et qui, tout d'un coup, arrive avec la série Plectel et Flight Simulator, j'avoue que voilà, je suis très heureux pour eux, je suis très heureux pour la France aussi, parce qu'on est capable de faire des très beaux jeux comme ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'auteur de ce jeu-là, c'est mon copain d'enfance. Mais on s'était pas parlé vis-à-vis, parce que dans l'industrie, on fait attention de pas trop se parler de certaines choses, et lui, il était chez Asobo, je savais pas trop ce qui se passait, et on s'est croisés, lui, il travaillait sur ce jeu-là, je savais pas ce que c'était, et moi, je travaillais sur Get Even à l'époque, j'imagine qu'il y a plein il y a un rayon Get Even, oui, complet. Bref, et donc, on parlait, et puis il me disait, oui, tu sais, nous, on fait un petit jeu comme ça, médiéval, et tout. Bon, et c'était tout. Et ensuite, c'est plutôt par Focus que ça s'est passé, parce que j'avais fait Vampire, pour Dontnod. Ils ont dit, tu sais quoi, il y a un autre jeu là, un peu dark, peut-être que ça t'intéresserait. Alors moi, le dark, Et ce qui était encore plus marrant, c'est que quand j'ai rencontré David Doden, le creative director, il m'a dit, moi je veux du violoncelle partout. Et je sortais du violoncelle avec Vampire, et j'étais là, non, s'il te plaît, non, j'en ai fait là sur le jeu précédent, et il m'a dit, mais ça m'est égal, moi je veux du violoncelle. Et en fait, quand j'ai compris ce qu'il voulait, j'ai compris que c'était vraiment différent de Vampire. Et là, vraiment, on a fait un gros travail avec Eric Maria Couturier. Qui d'ailleurs m'a offert ce pull. Voilà, je porte ce pull en l'honneur de Eric Maria. Bon, là, je viens de voir quelque chose. Voilà, ça a été un jeu magique. Pour ceux qui l'ont pas encore fait, je conseille, parce que c'est le jeu vidéo tel que moi je l'aime quelque part, dans le sens, c'est très ludique, c'est très généreux, c'est rythmé comme il faut, et surtout, c'est un hymne en fait à tout ce qui est PlayStation. Donc pour les vieux, comme moi, voilà, je repérais un peu tout, et c'était vraiment magique, quoi. La musique est chouette d'ailleurs aussi. La musique, c'est Kenny. Incroyable, super. En fait, il faut le connaître pour comprendre. Voilà à quel point ça fit avec l'état d'esprit, quoi. Il est jovial, il est toujours, je dirais, comme le jeu. Voilà, il est pétillant, et donc voilà, ça a été une super aventure, ce jeu-là. On va parler de celui-là, c'est obligé, parce qu'en fait, moi je l'ai fait sur Nintendo, à l'époque, sur la GameCube, évidemment, et donc ce jeu-là m'a totalement traumatisé. L'original ou l'original. Ah oui. Ouais, je sais pas, je l'ai pas fait celui-là. Je l'ai pas refait, je vais le refaire, je pense. Mais en termes d'expérience,
ça m'a mis une claque à l'époque. Quand t'es dans le village au début, puis après le bateau avec le monstre en dessous, et puis d'un coup tu te retrouves dans un sous-sol avec un château géant. Non mais, enfin, c'était délirant, quoi. Detrás de ti, imbécile! Non, alors ça, par contre, voilà. Alors, Top Spin. C'est un jeu à la base français, fait par PAM à l'époque. Donc c'était un jeu de tennis qui était assez exigeant. Et moi qui jouais sur Virtua Tennis, voilà, qui ai joué avec la Dreamcast pendant des années et des années, quand Top Spin était sorti, c'était une sorte de fraîcheur, un renouveau, il y avait des nouveaux coups, etc. C'était vraiment incroyable. Et le 4 est sorti, je sais pas, en 2010, 2011, 2012, je sais plus. Et depuis, plus rien. Et c'était la tristesse. Et c'était pire encore, c'est que tu ne pouvais pas mettre le 4 dans les nouvelles consoles parce qu'ils n'avaient plus les licences, ça marchait plus en fait. Et donc j'étais très triste. Et quand celui-là est sorti, et ben voilà, j'ai passé 500 heures sur le jeu. Et je suis arrivé 244e mondial. Mais en fait, c'est juste plus tu joues, plus tu montes. Hein. C'est j'ai pas trop de mérite. Mais voilà, c'est un jeu, j'ai vraiment adoré ce jeu et j'évite d'y jouer parce que c'est une drogue en fait. Donc là, j'ai arrêté, mais j'ai dû me sevrer. Tu vois, je faisais plus qu'un match par jour, un match tous les 2 jours. Bon, évidemment, voilà, pour ne parler que de celui, enfin ça c'est le second, hein, oui. Mais de celui qui fait en sorte que quand t'es énervé, t'allumes ta console, tu mets ça et ça va beaucoup mieux après. Doom, de par son expérience gameplay, sa musique avec Mick Gordon, etc. Donc Mick qui a fait un travail exceptionnel, parce que je crois même, à l'époque, quand il a commencé à travailler dessus, on lui avait dit pas de guitare électrique. Donc il a dû réinventer en fait le son de Doom, en essayant de faire des choses qui soient pas vraiment trop métal, et en fait il a révolutionné le métal, quoi, à lui seul. Donc vraiment chapeau, et puis le jeu, enfin voilà, hein, c'est un kick action. De toute façon, les gamers sont aussi des métalleux pour beaucoup, voilà, et bon, j'en fais partie. C'est quoi ce jeu avec Jack Black, déjà? Brutal Legends. Brutal Legends, quand tu joues, et qu'à un moment donné, il fait « Decapitation !» comme ça. Decapitation! There. It is dead. T'es content, tu vois, tu te dis « Ça y est, j'ai eu ma dose. » Ça, c'est le seul roguelike que j'ai pu faire, en fait, Dead Cell. Et je dois avouer, parce qu'en fait, ils ont facilité l'accès au bout d'un moment, parce que j'ai joué au début, j'ai trouvé ça super dur. Et moi, les roguelikes, c'est très compliqué, parce que, en fait, c'est un état d'esprit, le roguelike. Et c'est vrai que j'ai pas exactement cet état d'esprit dans le jeu vidéo. Moi, je suis plus pour le côté j'avance, plutôt que je répète. C'est pour ça que j'ai eu du mal avec les Demon's Souls, Dark Souls, etc. On va en parler, peut-être. Mais ce qui se passe, c'est que ils ont amélioré la qualité, enfin, la difficulté dans le sens un peu plus facile, à un moment donné. Progressif, surtout. Voilà. Et donc, moi, comme je prenais souvent l'avion à l'époque, j'allais travailler sur Dying Light 2, et dans l'avion, d'un coup, j'ai commencé à accrocher, et là, c'était devenu la nouvelle drogue, un peu comme Top Spin, je ne faisais que ce jeu. Et c'est français d'ailleurs, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, incroyable. Donc, It Takes Two, c'est ce que moi, encore une fois, j'adore dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est une expérience vidéoludique qui t'invite au voyage. Alors là, le voyage, il est gigantesque, hein. Wow! Hey May, did you see my flip? Let's do it again. J'ai trouvé des sensations de gameplay dignes des jeux Nintendo, c'est phénoménal, mais fait par, c'est des Finlandais, c'est Faras qui, lui, vient du Liban, etc. Donc, c'est des Suédois, je crois, Zai. Si, c'est suédois, oui, suédois, pardon. Et donc, lui, qui auparavant avait fait Brother, A Tale of Two Sons, qui est une inspiration pour Plague Tale, et qui, en fait, pour Brother, c'était incroyable l'expérience de jeu. J'ai l'impression qu'il avait, alors que c'est un cinéaste à la base, compris que le jeu vidéo, c'était à propos de l'attachement au personnage et presque la perte de quelque chose. Tu sais, quand tu gagnes quelque chose, et que tu perds quelque chose. Et il se passe quelque chose et tu sens une perte dans les mains, c'est physique. Et ça m'avait complètement conquis, quoi. J'ai fini le jeu Brother, et celui-là, c'est pareil. C'est des personnes qui font des choses extraordinaires. Bon, là, c'est les classiques. Bon, Red Dead Redemption 2, moi, je l'ai appelé Cowboy Simulator, parce que, voilà, je pense qu'on dépasse le jeu vidéo avec ça. Ain't no thing. Et d'ailleurs, je dis souvent, il y a Rockstar et le jeu vidéo, parce que je ne comprends pas. En fait, même dans l'industrie, quand je parle aux développeurs, on ne comprend pas. Enfin, il y a une sorte d'incompréhension sur la manière dont ils font leur jeu et surtout sur la réussite de tout ce qu'ils font. Donc, chapeau, moi, Red Dead Redemption, j'ai pas fini le jeu. Un ami m'a dit, je suis à l'épilogue, je l'ai bientôt fini, je suis à 40 heures dans l'épilogue. Je fais d'accord. Donc voilà, mais c'est des jeux, c'est des masterpieces. Là, on a devant nous vraiment un chef-d'œuvre du jeu vidéo.
Bah, la musique de Red Dead, c'est emprunté, évidemment. C'est emprunté énormément à tout l'esprit Ennio Morricone. Donc c'est un peu marrant parce que c'est un esprit, on va dire, européen, parce que tu sais... Western Spaghetti. Western Spaghetti, exactement. Et pourtant, c'est devenu un code pour les Américains. Oui. Et qu'ils ont repris là-dedans. Ils avaient fait déjà un très beau travail sur Red Dead Redemption 1, avec cette fameuse séquence, justement, parce que tu jouais pendant des heures avec une certaine musique qui venait, allait, etc. Et quand tu partais au Mexique, tu avais la fameuse chanson sur ton cheval. Et ça a vraiment marqué tous les joueurs. C'était hyper intelligent. Ils l'ont refait sur Max Payne 3 avec le groupe Health, je crois, où en fait pendant tout le jeu tu as beaucoup de drums, des guitares, et quand t'es à la fin du jeu à l'aéroport, t'as la vraie chanson. Donc voilà, donc il y a vraiment une réflexion comme ça. Moi j'adore les gens qui pensent, je dirais global dans la musique, dans l'expérience du jeu. Alors, celui qui s'occupe de la musique dynamique, ce qu'on va appeler music design aujourd'hui, ça peut être le compositeur en tant que tel. Il peut vraiment faire ça, c'est mon cas en l'occurrence. Mais ça peut être ce qu'on appelle un music designer aujourd'hui, qui est donc dans le studio et qui va récupérer en fait la musique et qui va la placer dans le jeu. Donc c'est des méthodologies qui sont différentes, qui donnent des résultats différents. En tout cas, moi, à la base, je suis technicien, enfin, en fait, j'ai fait des études de maths, je voulais faire du jeu vidéo, je voulais coder des jeux vidéo, mais j'ai vu que j'étais nul en code, donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire de la musique, ça va être plus simple. Et donc j'avais tout ce background de codeur, et c'est vrai que auparavant, le jeu vidéo, quand j'ai commencé, on était sur PS2, il n'y avait pas d'outils comme il y en a aujourd'hui, donc il fallait tout préparer soi-même. Donc ça m'a donné énormément, on va dire, d'expérience, qui permet aujourd'hui, alors que les outils sont là, moi, je les comprends, mais surtout, je comprends le vocabulaire, je comprends. Et quand je suis avec les développeurs, en fait, on parle la même langue. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple pour moi et pour eux de communiquer et de faire des musiques qui sont, je dirais, beaucoup plus interactives que la plupart des jeux, parce qu'en fait, on est dans le même univers, eux et moi, quoi. Mais ça n'empêche pas d'avoir des très belles choses sans être comme ça. Et alors là, par contre, c'est très personnel, Elden Ring. Parce que Elden Ring, j'adore ces jeux-là, faut pas croire, en fait, c'est les univers, c'est fabuleux et tout ça. Mais Elden Ring est sorti à une période où, 15 jours auparavant, un autre jeu était sorti qui s'appelait Dying Light 2. Et Dying Light 2, j'ai travaillé dessus. Et donc, Dying Light 2 était sorti, les gens en parlaient, et puis celui-là, 15 jours plus tard, est sorti, et c'est comme si Dying Light 2 n'était jamais sorti. Donc j'ai beaucoup de mal avec Elden Ring. Malgré le fait que c'est un jeu exceptionnel, j'en conviens. J'y ai joué, celui-là, je me suis baladé, tout ça, je l'ai pas fini, j'avoue, mais phénoménal. Les compositeurs qui travaillent au Japon, en l'occurrence, hormis le fait que ça peut devenir des méga stars, etc., ça on le sait bien, mais le rapport en fait avec les développeurs, il n'est pas du tout le même que le rapport avec les compositeurs, on va dire, européens, américains et les développeurs. Donc on a des différences culturelles, ce qui donne des résultats différents, ce qui fait que c'est hyper intéressant. Pour ce qui est des compositeurs ici pour Elden Ring, mais depuis Demon's Souls, etc., alors je vais pas te donner les noms parce que là c'est Saito, un des plus connus, mais en fait il y en a plusieurs, il n'est pas très identifié. Exactement, il y a pas, tu vois, c'est pour ça que je veux te dire, il n'y a pas un rapport comme ça vraiment très fort. C'est pas Oji Kondo pour Zelda à l'époque. Oui, mais parce que, tu sais, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que je pense que Oji Kondo, ce qu'il a réussi à faire, c'est avec 2 doigts, il a fait un thème. Voilà. Oui, mais à l'époque, tu pouvais t'asseoir. Oui, mais à l'époque, mais encore aujourd'hui, qui écrit des thèmes comme ça ? Voilà, donc il faut quand même saluer le fait que il y en ait qui sont capables de faire ça, et c'est pour ça que c'est devenu dans l'inconscient collectif, une partie du patrimoine de l'humanité, quelque part. Les musiques, qui connaît pas ça quasiment. I wish things were different. Ellie! Bon. Voilà, on va parler des jeux phares Sony. Il a fait un thème, on va reprendre cette idée-là, où au final, c'est devenu identitaire, dans le sens, c'est devenu The Last of Us. Mais parce que tout le départ de The Last of Us, j'entends le premier épisode, ça te capte tellement, c'est comme dans là-haut, tu sais, quand tu as l'histoire du vieux, enfin de toute son histoire, ça t'attrape tellement que, en fait, même le reste du jeu, tout est basé là-dessus, quoi, tu vois. Et ça, c'est un coup de force phénoménal. Réussir ça, c'est ce que tous les gens dans le jeu vidéo aimeraient, parce qu'en fait, ça t'attrape et ça te donne envie de finir le jeu, quoi. Bon, après, là, on voit toute la série des Assassin's Creed. Bon, on va prendre, je sais pas, le Ezio Collection, parce que voilà. Donc, s'il y a un assassin que tout le monde connaît ou reconnaît, c'est Ezio. Et d'ailleurs, il a sa musique avec lui, et c'est peut-être le seul assassin qui, en fait, permet aux gens de dire « Ah oui, c'est Ezio, c'est Assassin's Creed ». C'est Jesper Kyd qui avait écrit cette musique-là, c'est... Voilà. Et
et c'est resté dans l'inconscient des joueurs. Et ça, c'est marqué. Je trouve ça assez réjouissant que sur, je crois, c'est Unity ou celui d'après Valhalla, je sais plus. Déjà, ils ont rappelé Jesper, donc ça, c'était bien. Mais surtout, ils ont repris le thème. Donc je pense qu'ils ont finalement célébré la franchise comme il le fallait. De toute façon, c'est un jeu... moi, je suis extrêmement fier parce que bon, c'est Ubisoft. Alors, je sais ce qu'on peut en penser d'Ubisoft, mais moi, personnellement, je trouve ça phénoménal ce qu'ils ont fait. Et j'espère en tout cas que Shadows va fonctionner parce que voilà quoi, c'est des univers qui sont à chaque fois nouveaux, qui nous font visiter des choses. Le voyage. Voilà. Et Assassin's Creed, c'est vraiment un hymne au voyage. Là, voilà, ça, Kina, ça, en l'occurrence, là, moi, je viens de finir un projet qui s'appelle South of Midnight, avec Compulsion Games pour Microsoft sur Xbox, et Kina, en fait, c'est une référence pour nous, parce que ces gens-là, c'est un premier jeu, c'est des personnes qui viennent de l'animation, et ils ont réussi un tour de force parce que ils ont proposé un jeu vidéo extrêmement, je dirais, léché, c'est très 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 bien fini, très bien fait, et c'est challenging, d'ailleurs c'était un peu trop dur pour moi, perso, mais ça proposait encore une fois quelque chose de frais. Et on a beaucoup observé ça, parce que ça nous a beaucoup inspiré sur South of Midnight. Bon, ouais, alors, je vais parler plutôt de Skyrim, ou d'Oblivion, ou de Morrowind. Hey, you. Finally awake. Voilà, alors, s'il y a une musique dans le monde que je peux écouter non-stop pour me... ça va mieux, c'est Skyrim. Toutes les musiques d'ambiance, c'est parce que en fait, c'est Jeremy Soule qui a écrit ces musiques-là. À ma grande surprise, il a mon âge. Tu sais, c'est ces grandes plages de musique qui mettent 1 minute à commencer, parce qu'en fait, c'est le jeu quoi qui permet ça. Et donc, on parlait tout à l'heure de la musique, comment elle était intégrée. Et ben là, la façon dont la musique est intégrée, c'est très simple. Mais pourquoi se compliquer la vie quand, voilà, le jeu, c'est un jeu contemplatif où t'es là et tu te balades dans l'univers. Et j'avoue que pour moi, 50% d'expérience dans ces jeux-là, c'est la musique de Jeremy Soule. Je suis complètement emporté, je suis là, oh, un peu comme le Seigneur des Anneaux. Quand tu mets la musique, je suis là, oh, ça y est, tu vois, ouh, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, on va progresser parce que là, voilà, là, aïe, voilà. Donc. Ça, quand moi je jouais sur mon Commodore 64, voilà, parce que mon papa avait un ordinateur pour travailler, et j'ai découvert en fait les jeux vidéo grâce à ça. Et puis un jour, on va chez un de ses amis, et son ami lui dit « Mais tu sais qu'il y a des jeux vidéo ?» Mais moi j'avais 7 ans, un truc comme ça, et même pas, et il lui montre un jeu vidéo, et je vois une cascade comme ça, un truc. Et je serre. Je fais « Qu'est-ce qui se passe ?» Et je vois qu'il bouge une manette, et ça bouge à l'écran. Et à partir de là, c'était fini. Et donc, quand j'avais 9 ans, un truc comme ça, il y a ça qui était sur Nintendo, sur NES. Et bon, ça, c'est pas moi, ça coûtait très cher à l'époque et tout, et c'était un ami qui avait ça. Bon, c'était un ami, j'adorais être avec lui, mais j'adorais être avec lui parce qu'il y avait aussi Super Mario, il y avait Mario Bros. Et on essayait comme ça de finir le jeu, et ça a été une passion incroyable. De toute façon, enfin, ce jeu, pour ce qui est de la musique, en l'occurrence, au-delà de l'écriture musicale, là où c'est phénoménal, c'est que le music design, donc la musique interactive, elle avait tous les codes qui, moi, m'ont fait. C'est-à-dire que tu prenais une étoile, la musique changeait. Tu manquais de temps, la musique s'accélérait. Bien sûr, tu changeais de niveau, la musique changeait, etc. Mais tu avais des fonctions, en fait, à la musique qui n'appartenaient qu'aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans le jeu vidéo que tu peux nécessiter ce genre de fonctions, en fait. Dans le film, la fonction de la musique, essentiellement, c'est l'illustration émotionnelle. Mais là, c'est plutôt pour dire aux joueurs, tu as ça, tu fais ça, t'en es là. Et donc ça m'a énormément inspiré. Enfin, je veux dire, là-dessus, ils ont inventé le jeu vidéo pour moi, hein. Ce qui est marrant, c'est que moi, ces jeux-là, j'y ai joué sur Amiga et Atari. J'y ai pas joué sur les consoles. Donc, Ghosts and Goblins, ça a été pour moi un jeu incroyable dans son esprit. On voit bien, rien que par l'illustration, en fait, ce qu'on avait, nous, c'est que comme les pixels, ils étaient limités, comme tout était limité, c'était les illustrations qui nous faisaient projeter ce que le jeu vidéo était. C'est pour ça qu'il faut très rarement que moi je regarde les jeux vidéo d'avant, dans le sens Amiga, etc., parce que l'image que j'en avais à l'époque n'était pas du tout celle qui était à l'image, dans le sens concret. On avait, nous, les joueurs, un travail d'imagination à faire sur les jeux. Par exemple, sur Amiga, bon, c'était quand même phénoménal certains jeux, mais les artworks de départ, tu sais, quand tu démarres, bon, sur la boîte bien sûr, et quand tu démarres le jeu, c'était essentiel, parce que ça te donnait le ton, en fait, de comment il fallait que tu vois les choses, parce que forcément, les pixels, c'était gros comme ça. Ah oui, et nous, on disait, t'as vu comme c'est bien fait, et tout ça. Et les gens disaient, mais c'est tout carré. Mais non. Comme la couverture d'un roman, en fait.
C'est exactement ça. Alors je sais qu'il y est plus, parce qu'il le il part Zelda. souvent. T'as le Zelda original, toi aussi. Alors moi j'ai joué au Zelda original, forcément, voilà, avec les levels qui bougent comme ça. C'est comme un peu Mario, c'est-à-dire que on découvrait le jeu vidéo, on était là, mais en fait c'est ça le concept d'un jeu. Enfin, c'est surréaliste pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que pour eux, un jeu vidéo, ils voient ce que c'est, mais nous, on ne savait pas, en fait. C'était en train de se fabriquer. C'était le fait d'avoir le contrôle sur les pixels de la télé, dans quelque chose que les parents ne comprenaient pas, alors là, c'était voilà, golden. C'était votre truc. Ouais, c'était notre truc à nous. Et justement, c'est ça le truc, c'est-à-dire que c'est toujours notre truc à nous. Quand je dis ça, c'est les joueurs, etc. Et le fait que ce soit démocratisé, eh ben, c'était très bien. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, il y a un public extrêmement large, en fait. Il n'y a pas une catégorie de joueurs, il y en a plein. C'est ça qui est génial. Il y a des jeux qui sont faits pour chacun. Donc, alors qu'à l'époque, c'était que pour nous. Là, on est sur Street Fighter 2. Street Fighter 2, c'est le jeu qui m'a fait offrir une console par mes parents. Voilà, avec mon frère, on s'est cumulé, on a dit, pour Noël, anniversaire, patati patata, on aimerait avoir une Super Nintendo avec Street Fighter 2. Et on l'a eu. On pensait pas l'avoir. Et on a passé des heures et des heures et des heures. De toute façon, la Super Nintendo, je pense que ça a été le tournant, en fait, du gaming, parce que on avait les salles d'arcade, et soudain, on avait un jeu arcade à la maison, mais d'avoir ça à la maison, et soudain d'avoir Mario Kart, qui est arrivé juste derrière, F-Zero, et tous ces jeux-là, la Super Nintendo, elle leur a vraiment provoqué quelque chose d'exceptionnel chez moi. Mais mon cousin, il avait une Mega Drive. Et là, sur la Mega Drive, il y avait Sonic. De toute façon, tous ces jeux-là, les musiques sont devenues cultes parce que les jeux sont cultes aussi. C'est-à-dire, il faut pas oublier le côté mécanique des choses. Moi, je reconnais, je dirais, le travail sur des musiques de jeux vidéo dont personne n'apprécie le jeu. Mais par contre, la musique, moi, je suis là, waouh, il y a un super travail qui a été fait là. Mais voilà, personne va connaître ces musiques-là. Bon, c'est comme ça. Là, voilà, là pour moi, c'est un peu l'inverse des choses. Je vais vous montrer parce que vous allez comprendre. Voilà, Double Dragon, je pense qu'à la base c'est japonais, mais je suis même pas sûr. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Double Dragon, moi je l'ai fait sur Amiga. Et pour moi c'était un jeu Amiga. Et Jim Power, c'est un jeu Amiga, qui a été fait, voilà, avec la musique. Alors si on veut parler un peu d'Amiga, alors là pour les très vieux, je sais pas, ils sont là les Oui, vieux. Ouais, il y en a. Il y en a. Salut les vieux. Et donc Jim Power, sur Amiga, avec la musique de Chris Husbeck. Chris Husbeck qui a fait les musiques de Turrican, qui sont des musiques super cultes pour ceux qui avaient un Amiga. Donc je sais que c'est un monde différent, c'est-à-dire que la plupart des gamers aujourd'hui qui étaient consoles ne connaîtront peut-être pas ça, même s'il est sorti au bout d'un moment hein, sur Mega Drive, Turrican, etc. Mais pour moi, c'est des jeux Amiga, donc c'est rigolo. Et c'est fabuleux. Et les musiques, incroyable. Il y en a un que j'ai vu tout à l'heure, c'est Shadow of the Beast. Ah, sur Mega Drive, vous l'avez. Oh là là. Bon. Vous savez, dans la vie, il y en a qui tombent amoureux d'une femme, et c'est le coup de foudre. Il y en a un qui tombe amoureux d'un plat, il y en a qui... Bon, ben moi, je suis tombé amoureux de Shadow of the Beast. C'est pour moi le jeu qui m'a... Je vais le dire vraiment sincèrement, qui a changé ma vie. Hein. Quand j'ai vu le jeu tourner sur Amiga, je suis rentré chez moi, je me rappelle, je suis allé voir mon père et je lui ai dit, il avait une platine CD, c'était... Alors les CD, c'est des galettes. Il avait une platine CD qui venait de sortir, etc. Et je lui ai dit, mais tu peux oublier le CD, les jeux, la musique David Whittaker pour ce jeu, c'est beaucoup mieux que... Bon, bien sûr, c'était pas mieux, mais c'est l'impression que j'en ai eue. Et Shadow of the Beast restera pour... toute ma vie, le jeu qui m'aura le plus marqué. La musique, c'est exceptionnel, dans le sens, c'est hyper original. C'est un peu comme Halo. Halo, quand on joue à Halo, on regarde l'univers, c'est sci-fi, c'est les Américains, et puis derrière, on a des chants grégoriens, avec des bongos, des congas, voilà, des djembés, et des violons. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et bah, c'est le jeu vidéo. Voilà. Et ben c'est pareil pour Shadow of the Beast, c'est complètement barré, et moi je trouve ça absolument fabuleux qu'on puisse faire des choses comme ça dans le jeu vidéo. Bon là on est dans le rayon Mega Drive, donc encore une fois la Mega Drive, nous on l'avait pas, mais mon cousin avait la Mega Drive, et je l'enviais énormément pour plein de jeux. Non mais... Enfin, là vous parlez à mon cœur, là, vous parlez à... C'est tous ces jeux Sega. Alors bon, il y a un truc, hein, c'est que... Sega, quand la Dreamcast sort, bon là je suis pas sur Dreamcast, hein, mais quand la Dreamcast sort, pour moi c'est la révolution.
C'est-à-dire que je suis sur PC, je suis en train de jouer à... comment s'appelait ce jeu? Omicron, le jeu de David Cage. Ouais. Le premier jeu de... C'est le tout premier, hein. Voilà, le premier jeu avec David Bowie à l'intérieur, etc. On était sur des PC avec un pote, et comme j'étais prof au conservatoire, j'avais des sous, et comme j'avais des sous, je pouvais acheter des PC avec des cartes graphiques de fou. Et donc j'ai tout mis, en fait j'avais pas de sous, parce que je mettais tout dans le PC. Même avec des cartes graphiques tout court, à l'époque, c'est fou. Ah, c'était fou, voilà, il y avait la 3DFX, il y avait la Nvidia, on avait tout acheté comme ça, on était comme des malades, tu sais, on utilisait les jumpers pour overclocker les PC, enfin bref, on était au taquet. Et donc on est en 1998, et on est en train de mettre le PC, tu sais, le Celeron qui était à 300 MHz, et ben on le met à 450 MHz, enfin, truc de fou. Et en fait, ce qui se passe, c'est que un de mes potes est revenu du Japon avec un truc qui s'appelait la Dreamcast. Je lui fais, ah, c'est quoi? Il me fait, c'est la dernière console de Sega et tout, regarde. Je vois le petit truc, alors c'était le truc rouge, et il met, donc ça, c'est quelque chose qui est peu connu, mais il y avait une pré-démo, enfin, une démo de Shenmue. Je regarde sur sa télé Shenmue, je vois le truc tourner en 30 images secondes, ça bouge pas, c'est 20 fois plus beau que tous les jeux sur PC que j'ai. La console, elle coûtait cher, mais beaucoup moins cher que le PC. Et ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie, j'ai regardé, je lui ai dit, c'est terminé, je ne jouerai plus jamais sur PC, et je ne jouerai plus que sur console. Voilà. Pourquoi? Parce que, je pense encore avoir raison, je pense que ce qu'il y a de mieux sur PC, c'est d'atteindre le maximum de FPS sur ton jeu, en ultra. Voilà, ça c'est le meilleur jeu du monde. T'es là, tu fais, attends, si j'overclock la RAM, avec le bloc ici comme ça, est-ce que je vais gagner 2 FPS? C'est un jeu dans le jeu. Exactement, c'est un jeu dans le jeu. Et moi, je suis fou comme ça. Il faut. Et si je vois qu'il y a un gars qui fait du, je sais pas, 200 FPS sur Cyberpunk avec tous les modes et tout ça, je veux savoir sa config, et donc c'est éternel. Donc toi, tu regardes les tests de cartes graphiques sur YouTube, Je regarde tout ça. I'm going to be testing my AC Strix RTX 4090 graphics card with a Jig Street test, which is very heavy on ray tracing and stuff. Voilà, et justement, je suis comme ça. Parce que moi, là où je travaille, donc les PC qu'on a, c'est des PC c'est des monstres, c'est des grosses cartes graphiques, etc. Et donc tous mes potes me disent, mais alors tu joues? Je fais, ah non. Non. C'est juste pour les moteurs, parce qu'en fait, moi, j'ai les jeux sur lesquels je travaille. Donc j'ai le moteur, j'ai tout ce qui est en fait du développeur est chez moi. Et on a besoin, comme le jeu est en développement, on a besoin d'avoir des grosses machines parce que c'est compliqué de faire tourner un jeu qui est pas encore optimisé. Donc j'ai des machines d'enfer. Et mes potes me disent, mais pourquoi tu joues pas sur tes machines? Et je leur dis, parce que c'est pas la meilleure. Il y aura sans doute mieux, je pourrais sans doute avoir mieux et tout, donc je ne veux pas jouer sur ces machines. Et ils m'en veulent terriblement. Donc là on est sur Streets of Rage, mais version japonaise. Voilà un jeu qui m'a fait beaucoup jalouser mon cousin. Le 2 en l'occurrence. Mais bon, Streets of Rage 2 a été vraiment une révélation pour beaucoup de gens. La musique de Yuzo Koshiro, voilà, en utilisant un simple chipset à faire de la musique, enfin, à l'époque la dance, on va dire, c'était fabuleux. Voilà, donc moi j'ai eu la chance avec les gars de Dotemu de bosser sur le 4. La façon dont on m'a proposé Streets of Rage 4, c'était tard dans la nuit, à une soirée pendant une convention, où je discutais avec un de mes amis, c'est véridique, hein, je discutais avec un de mes amis sur l'idée d'avoir Streets of Rage 4, parce que quand même, il y en a marre d'avoir ces jeux complexes et tout ça, on veut juste avancer et taper. Et donc, je quitte cet ami, et puis, une demi-heure plus tard, il y a un gars complètement déchiré qui vient me voir et qui me fait « Je veux que tu fasses la musique de mon jeu !» Je lui dis « Ouais, d'accord, salut, je m'appelle Olivier. » Et il me fait « Je vais te montrer le trailer. » Je vois le trailer, et je vois Streets of Rage 4. Je venais d'en parler avec mon pote, et je me dis mais c'est une blague. Et je lui dis, mais vous faites une blague, là. C'est pas possible, c'est... Parce qu'ils se connaissaient, les deux. Et il me fait, et l'autre, il fait, non, c'est pas une blague, regarde, il y a le gameplay. Et puis il me montre comme ça, et je vois le truc. Je comprends pas qu'il y ait Streets of Rage 4. En fait, c'est pas la question qui me demande de faire la musique, c'est qu'il y ait Streets of Rage 4. Et je lui dis, tu sais quoi, tu vas décanter, on va se voir à Paris. Et donc je suis allé les voir, avec Lizard Cube et tout ça, Ben Finke, et je vois que ça existe pour de vrai, et ils me demandent à moi de faire la musique. Et je leur dis, ouais, non, je sais pas. Et j'ai fait quelque chose que je ne fais plus du tout. Je leur dis, écoutez les gars, je vais faire un test pour vous, parce que je sais pas si vraiment je suis capable de le faire. Et donc, je suis allé dans mon studio, j'ai fait une musique, et puis ils sont venus, et je mets le jeu, je mets ma musique dessus, et moi je suis donc, ils sont derrière moi sur le canapé, et moi je regarde l'écran. Moi je suis comme ça. Hein, ça, et je sais pas la tête qu'ils font quand ils voient le truc. J'arrête la vidéo, ils ont entendu la musique, je me tourne, et là, je vois 3 mecs avec une banane comme ça. Ah ouais, c'est génial! J'étais là, ok, ils sont fous, donc c'est bon, on va pouvoir faire des choses ensemble. Et en fait, on était d'accord que Yuzo Koshiro devait faire partie du roster, c'était en fait une condition pour moi même. Je pouvais pas en fait faire la musique, et j'avais tellement peur de faire ces musiques-là, parce que j'ai pas voulu reprendre le style, je suis parti dans un gros délire, moi. Hein. J'ai voulu changer mon nom.
en nom japonais. Voilà. Et, et j'ai mon nom japonais, je sais plus comment on l'écrit, mais et puis au final, je me suis dit allez, vas-y, assume, sors-le avec ton nom et puis tu verras. Et c'est bien passé. Mais bon, c'est compliqué hein, quand t'arrives derrière des gens comme ça. Et puis surtout que j'ai pas fait, tu vois, voilà, il y a les canons de la musique de jeux vidéo. Moi, je cherche pas à faire ça. Voilà, c'est pas mon truc de faire les canons de la musique de jeux vidéo. Il y a des jeux qui font, il y a des gens qui font ça très bien. Et moi, je suis incapable. Bah, comme tu le vois, j'aime la création, j'aime les choses nouvelles, j'aime surprendre. Et donc, forcément, quand j'ai fait ça sur Streets of Rage 4, ce qui a énormément plu aux joueurs aussi, c'est que la musique elle est interactive. Ça, ils ont adoré. Donc voilà. Bon, alors là, nous avons affaire à un artefact. Don't just watch television tonight. Play it. Cette console-là, je ne l'ai pas eue, moi, personnellement, parce que, vous imaginez, hein, c'était phénoménal d'avoir ça, à l'époque. Mais par contre, évidemment, j'avais un ami qui avait cette console. Moi, j'ai eu plein d'amis qui avaient plein de consoles. Mais il faut savoir une chose, c'est que, en fait, la filiation Atari, moi, je l'ai toujours eue. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un de loyal et fidèle. Et donc, comme mon papa... Vous allez me dire, il avait un Commodore, c'est vrai. Mais il est passé sur Atari ST après. Et donc après, moi j'ai pris un Atari Falcon. Alors là, il faut vraiment que ce soit la pointe de la pointe. Si dans les commentaires, il y a des gens qui savent ce qu'est l'Atari Falcon, voilà, qu'ils le mettent. Et en fait, moi, pour ce qui est de la musique de jeux vidéo, j'ai vraiment commencé, je codais sur le Commodore 64 de la musique, en basique. Et ça faisait j'adorais. Et après, je suis passé sur l'Atari ST, mais j'utilisais le MIDI. Donc c'est plus avec les synthés et tout ça. Parce que ma mère, en fait, elle est prof de chant et elle avait un petit synthé pourri. Enfin pourri, c'était exceptionnel pour moi à l'époque, hein, et c'était très bien, que je branchais sur l'ordinateur et ça faisait du MIDI, et c'était... Ah non, mais c'était génial. Et après, donc j'ai pris le Falcon parce qu'on pouvait faire des choses digitales avec le disque dur, c'était incroyable. Et en fait, pour l'anecdote, c'est qu'il y a quelqu'un qui a développé un soundtracker, donc on faisait des soundtracks, donc des musiques à l'intérieur des ordinateurs, on utilisait des logiciels qui s'appellent les soundtrackers, et donc il y avait des démo making et tout ça, enfin bon, je vais pas raconter toute ma vie, mais au final, celui qui a fait le soundtracker, sur Falcon, c'est celui qui après m'a aidé à former ma boîte pour faire de la musique de jeux vidéo. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les accidents de la vie, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc revenir à l'Atari, donc voilà, grâce au Falcon, je veux dire Falcon, on était les 10 en France à en avoir, hein, mais grâce au Falcon, j'ai une carrière dans le jeu vidéo. C'est ça que je veux dire. Je vais vous amener au stand Xbox parce que j'ai un truc à vous montrer, j'ai une histoire à vous raconter. Donc là, nous sommes en présence d'un des jeux les plus extraordinaires qui ait été créé, en tout cas en ce qui me concerne, qui s'appelle Ninja Gaiden. I see you have made it this far. Donc Ninja Gaiden était sorti exclusivement sur Xbox. Et j'ai une histoire par rapport à ces magasins d'ici. Parce que au même moment où ce jeu-là sortait, je faisais la musique d'un jeu qui s'appelait Alone in the Dark. Et j'étais en plein travail lorsque ces magasins... 5 jours, une semaine avant la sortie du jeu officiel, avaient déjà des exemplaires importés, ou même plus, tu vois. Donc moi, j'appelle le magasin, et je dis « Bonjour, est-ce que vous avez reçu des exemplaires de Ninja Gaiden ?» Là, ils me disent « Oui !» Je fais « Écoutez, j'étais au but de Chaumont, là, dans les immeubles. » Je fais « J'arrive, mettez-le de côté, j'arrive tout de suite. » Et là, la fille qui décroche me dit « Attendez, je demande. » Elle demande, je l'entends, est-ce qu'on peut mettre de côté? Et la personne qui lui répond au fond lui dit, non, mais pas de côté. Je lui dis, non mais, mettez-le de côté, j'arrive, j'en ai pour une demi-heure maximum, mettez-le, parce que pour moi, tout le monde allait venir pour prendre le jeu, c'était évident. Je lui dis, écoutez, je suis de la profession, je fais la musique de Alone in the Dark. Et là, elle fait, oui, il dit qu'il est de la profession, il fait la musique de Alone in the Dark. Et dans le fond, j'entends, j'en ai rien à faire qu'il fasse la musique de Alone in the Dark. Et donc, ça s'appelle une leçon d'humilité, tu vois. Depuis, donc, je ne fais plus mention de quoi que ce soit sur ce que je fais à quiconque. Voilà. Et donc, j'ai couru comme un malpropre. J'étais vraiment, mais comme un damné. Et je suis arrivé dans le magasin, il en restait un. Et elle a eu une espèce de regard attendrissant pour moi. Mais ce jeu-là, vraiment incroyable. Et là, le 4 qui sort bientôt, oh, j'ai hâte. Donc voilà. Donc, Xbox, exclusive à l'époque, d'ailleurs, c'est écrit sur la boîte. Pour moi, la meilleure des consoles restera la Dreamcast, c'est personnel. Parce que c'est une console qui nous a proposé, en tout cas à l'époque, 98, 99, 2001, elle nous a proposé tous les jeux d'arcade dont on rêvait à la maison. Soul Calibur, il faut l'imaginer, Soul Calibur. Les gens ne le conçoivent pas aujourd'hui, mais quand on a vu Soul Calibur, rien que les démos où on voyait les personnages faire les mouvements, on n'en revenait pas, on était là, mais ça y est, on a ça à la maison, c'est fou. Et de l'autre côté, des jeux tels Shenmue, des jeux tels Phantasy Star Online, c'était Sega, en fait, ils avaient vu le futur. Même
Online tout court d'ailleurs. Ouais, exactement. Sur les consoles. Ils avaient vu le futur. En fait, c'est facile. Toutes les personnes pour qui je bête, tu vois, Atari, Sega, ça, tu sais que ça va être les mauvaises. Donc si moi je te dis demain... Là, tu bêtes sur qui en ce moment qu'on sache? Non, je vais pas dire un mot parce que sinon ça va mal le faire. Mais en tout cas, voilà, c'est pour moi la Saturn, la Dreamcast reste la console avec les Virtua Tennis. Parce que pourquoi? Parce que en fait, c'était une ère où on jouait en couch. On était ensemble les joueurs. On n'avait pas encore le côté, voilà, on était sur Internet à jouer les uns avec les autres. On faisait, nous, avec les PC, parce que les PC, c'est des écrans gigantesques, ça pesait 10 tonnes, on avait des cartes réseau, des LAN parties. Voilà, mais il fallait voir le truc dans les bagnoles et tout ça, où on se retrouvait pendant 2-3 jours à faire que du jeu vidéo entre nous, avec Jedi Knight en live, bon, bien sûr, les Quake, les machins, mais Jedi Knight, pour ceux qui savent, c'était fabuleux, quoi. Mais qu'est-ce que... Mais comment est-ce possible? What? Quoi? Vous étiez au courant? Non. Bon, c'était là-haut, hein. Personne ne le voit, justement. There's something inside me, something dark and violent. Donc, ouais, Alone in the... Bon, ça, c'est personnel, hein, puisque j'ai travaillé sur ce jeu-là. Alone in the Dark, un jeu d'une ambition folle, à l'échec aussi retentissant que l'ambition, malheureusement, mais avec un amour porté par tous les développeurs, par toutes les personnes impliquées, qui, moi, m'a laissé un souvenir indélébile. Chez Eden, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel pour moi. C'est-à-dire qu'ils ont fait un open world, ils ont fait FPS, third person, ils ont fait de la bagnole que tu puisses conduire, ils ont fait un jeu d'énigmes, un jeu de... Bon, c'est complètement fou. C'est pour moi l'une des meilleures expériences que j'ai eues en tant que développeur, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas réussi. Alors, je sais que le Inferno sur PlayStation 3 avait corrigé quelques détails, mais bref. Enfin, je suis extrêmement étonné, mais peut-être que ça fait 15 ans que c'est là, en fait. C'est là-haut. Quand tu passes au jeu vidéo club, tu dois montrer ce jeu-là, sinon tu es indigne. Donc je le montre, parce que il est aujourd'hui remastered, en tout cas sur PlayStation, je sais pas s'il est disponible sur Xbox, et c'est un jeu qui... On parlait de voyage, on parlait de, voilà, d'émotion, on parlait d'inventivité, on parlait... Bon bah voilà, c'est tout ça en un seul jeu, et donc si tu regardes la lignée de ce dont je te parle par rapport au jeu Shadow of the Beast et tout ça, on est vraiment là-dedans, quoi. Et les musiques, évidemment, qui ont marqué beaucoup de gens. Jeu à faire. En fait, si je le montre, c'est pas pour dire t'as vu, c'est plutôt pour dire jouez-y, quoi. Parce que c'est vraiment un jeu à faire, quoi. Et là, c'est quoi? C'est la Xbox, hein? Enfin, la Xbox 360, c'était la successeuse, je sais pas si ça se dit, de la Dreamcast. C'est-à-dire que moi, quand je suis passé de la Dreamcast à la nouvelle génération, et ben d'ailleurs, ça s'est vu, puisque Sega a adapté Jet Set Radio Future. Ils ont fait une version Panzer Dragoon. Ils ont fait énormément de jeux, en fait, sur Xbox Sega. C'était fou. Donc moi, j'ai récupéré tout ça. Mais aussi, la Xbox 360, c'était, eh ben, quelque part, la plus belle réussite de Microsoft. Après, malheureusement, la Xbox One, ils sont partis dans le côté multimédia, ça a pas trop pris. Et ensuite, là, la Series, bon, ben, c'est compliqué. De toute façon, on a un mastodonte en face, là, Sony, donc c'est compliqué, mais bon. Alors, ça s'appelle le chaos de la vie, hein. Je pensais exactement à ce jeu. Voilà, quand la PS3 sort, il y a ce jeu-là qui sort, Heavenly Sword. C'est un jeu fait par Ninja Theory, qui est en fait ceux qui viennent de finir Hellblade 2. C'est des artistes, ces gens-là. C'est incroyable. Et ce jeu m'a marqué parce que justement, au-delà de la prouesse technologique, même si c'était compliqué, on sentait que la console, elle avait un peu de mal, il y avait des idées gameplay et des idées, je dirais, d'expérience que je n'avais jamais eu auparavant. Et ça, voilà, Heavenly Sword, ça reste pour moi un super souvenir sur la PlayStation 3. Mais c'est vrai que la PlayStation 3, je l'ai moins approché, on va dire, que la Xbox 360. La 360, j'ai été tout le temps dessus, j'ai tout acheté sur la 360 à l'époque. Et ah oui, bah ça là, c'est Crysis 2 celui-là. Je l'ai fait sur Xbox 360, mais qu'importe, c'était la même chose. Voilà, c'est des jeux, encore une fois, c'était fabuleux. Enfin, moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui disent oui, le jeu vidéo, il y a plus rien d'original et tout ça. Non. Il y a plein de trucs. Il y a vraiment énormément de choses, que ce soit dans le back catalogue, bien sûr, mais là, qui sort, il y a plein de jeux qui offrent des choses complètement nouvelles. Il faut arrêter quand même plus que jamais, même, je dirais, avec tous les jeux indés aujourd'hui. Bah voilà, en fait, la scène indie, ce qui s'est passé avec l'industrie, on va dire, du jeu vidéo et le mass market, enfin, toutes ces choses-là, ça fait que on a eu des mastodontes qui ont voulu faire des très très gros jeux et qui ont fonctionné pour certains, mais qui ont
aujourd'hui pris une place qui fait que c'est très compliqué d'arriver avec des jeux, on va dire, inférieurs, mais de qualité. C'est très compliqué parce que, en fait, le temps de rétention, comme on le sait, il est très, il est tenu par les Fortnite, les machins, enfin, on le sait, quoi. Mais de l'autre côté, il y a une scène indie qui s'est développée parce que, justement, les outils se sont démocratisés. On a aujourd'hui, Unity, bien sûr, Unreal, mais pareil pour l'audio, pour la musique. Enfin, je veux dire, n'importe quel musicien en herbe aujourd'hui qui aimerait savoir comment on fait de la musique de jeux vidéo peut aller télécharger Wwise, qui est un outil qui est utilisé par Halo, Cyberpunk, tous les jeux que je fais moi, voilà, et des jeux indie pareil. Et ce musicien peut s'amuser à comprendre comment on fabrique de la musique de jeux vidéo grâce à l'outil. Et donc ça fait qu'on a plein d'indies qui arrivent à dégainer des jeux qui sont simple, mais qui propose quelque chose de frais. Je dirais c'est plutôt ces jeux-là qui aujourd'hui souffrent, dans le sens les jeux comme Crisis 3, Heavenly Sword, etc. Parce que c'est des jeux qui ont du mal à se faire une place. Ouais, les sortes de AA, enfin voilà, Plectel, etc. C'est compliqué d'arriver parce qu'il y a les gros jeux qui arrivent derrière et qui absorbent tout. Mais malgré tout, les Plectel existent et surtout les indies derrière, ils arrivent à fabriquer des choses. Enfin moi j'adore. Hier on jouait à Stick Fight. C'est super fun, c'est simple, mais ce que je veux dire par là, c'est la proposition, elle est quand même gigantesque, quoi. C'est ça qui me plaît, quoi. Tu disais que tu voulais refaire un truc au tout début ou au récent? Ouais, on va faire un tour au récent, et puis voilà. Mais c'est incroyable qu'il y ait des jeux comme ça. Oui, j'ai fait la musique de ce jeu-là, mais je pensais... Oui, bah c'est normal que tu connaisses pas, j'ai fait la musique. Mais j'arrive pas à lire. 11, Memories Retold. Bah, c'était un jeu avec DigixArt très sympa, avec Mandai, très beau en fait, un jeu quelque part anti-guerre. On parlait tout à l'heure du rôle du compositeur et qu'est-ce qu'il faisait. Donc si le compositeur ne doit écrire que la musique, ça peut être comme le cinéma, c'est-à-dire que ça va te prendre, ça dépend le temps qu'on te demande de musique, si c'est 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, je sais pas. Donc ça, voilà, ça va être de l'ordre de 4 semaines à 2 mois, 3 mois. Mais ensuite, si c'est pour intégrer la musique, faire du music design, etc. Là, c'est plus mon domaine, et là, c'est 2 ans et demi. Ah je suis avec l'équipe, en fait. Donc, je suis avec eux, et donc on développe pour ce jeu-là. Donc, il y a eu un travail énorme sur le music design, parce que c'est un jeu de parcours. Et en fait, le creative director disait, je veux qu'on oriente les joueurs sur les toits à faire du parcours, mais je veux pas les forcer. Et donc, ce qu'on s'est dit, si t'es sur les toits, tu vas avoir de la musique, et si tu commences à parcourir, à faire des mouvements fous, la musique, elle va monter, et tu vas arriver à un tel moment dans la musique que c'est ce qu'il a appelé le parcours flow, t'as plus envie de t'arrêter. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de vidéos YouTube où les gens disent « Oh, regarde la musique et tout ça !» Et tous les commentaires, c'est « Je ne veux pas arrêter de parcourir parce que je veux garder la musique. » Donc, l'idée, c'est pas que la musique soit géniale, c'est pas le but. L'idée, c'est que les gens s'amusent, en fait. Et par la musique, en fait, tu peux faire ça. Mais tu peux pas le faire en écrivant une musique à droite, livrant ça, même s'ils sont capables d'arranger des choses, tu vois, ils peuvent faire des belles choses. De projets, là, South of Midnight, ça fera 2 ans et demi. Voilà, où là, c'est des chansons, c'est complètement fou ce qu'on a fait, j'espère que les joueurs vont aimer. Et voilà, et puis The Beast qui arrive derrière, c'est la suite spirituelle de Dying Light 1. Là, c'est pareil, on a fait des gros trucs bien marrants. Enfin, moi, en tout cas, je n'aurais eu de cesse depuis 25 ans de promouvoir pour le jeu vidéo le fait que les musiques soient dynamiques et offrent quelque chose que le cinéma puisse pas offrir, parce que le jeu vidéo n'offre pas du cinéma, le jeu vidéo c'est du jeu vidéo. Et donc qu'est-ce que le jeu vidéo? C'est le gameplay. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire avec la musique sur le gameplay? Et on revient à Mario qui, dès la base, avait compris les choses. Mini!